Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 52e journal de la bande dessinée, avec aujourd'hui un scénariste. Si je vous dis la série Irena, c'est à lui aussi qu'on doit la série Sillage. Il a fait la reprise de Conan en bande dessinée. Maintenant, il nous revient avec un superbe album sur Mohamed Ali, Kinshasa, 1974. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être avec Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de venir chez toi, merci beaucoup. Oh bah bienvenue, je me suis juste pas trop coiffé ni maquillé, bon j'espère que ça passe. Et ce qui est génial, c'est que tu es un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée, parce que c'est impressionnant tout ce que tu as fait en une vingtaine d'années, j'ai envie de dire. Disons que le mot prolifique commence à un peu me coller aux semelles, donc c'est un mot que j'ai un peu beaucoup entendu, mais je suis content parce que là je l'ai vu j'ai vu des auteurs en parler pour un autre scénariste, alors je me dis ça va peut-être me passer à côté, finalement ça va peut-être me lâcher, mais oui, j'ai fait beaucoup de BD et j'en suis très content parce que c'est ce que je voulais faire dans ma vie, je trouve ça toujours incroyable d'être capable de le faire, et puis j'aime bien l'idée de pouvoir vraiment varier, c'est pas comme si j'avais fait pendant, mon premier album est sorti en 93, donc 27 ans de suite les mêmes albums, j'ai vraiment essayé de faire plein de choses différentes, et du coup j'ai pas vu le temps passer. Et si je ne me trompe pas, toi, tu aurais pu être dessinateur de BD parce que tu as sorti une bande dessinée en tant que dessinateur aussi. Non, j'ai jamais sorti de BD en tant que dessinateur, mais en revanche, je suis allé à Saint-Luc pour dessiner à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles pour faire des études de bande dessinée. À l'époque, je voulais dessiner, mais tous mes potes dessinaient mieux que moi, donc je me suis vite lassé et je leur ai laissé le dessin. Je me suis dit que quand on fait des scénarios, la meilleure chose qu'il puisse y avoir pour un scénario, c'est un bon dessinateur. Sachant qu'un dessinateur de BD, le terme est un peu fallacieux, ça ne veut pas juste dire dessiner, ça veut dire raconter l'histoire dans des cases. Et c'est presque de la réalisation, on est presque co-réalisateur d'une certaine manière. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'un très bon scénario qui est mal raconté visuellement par un dessinateur, entre guillemets, ça ne fera pas une bonne histoire parce qu'on ne pourra pas la comprendre. Donc j'ai toujours été très vigilant à la narration et j'ai toujours travaillé avec des dessinateurs talentueux de ce côté-là, en tout cas, ça c'est sûr. Et moi, je t'ai découvert en 94, c'était du temps du Festival de la BD à Sierre, avec une série, oui, avec la série Nomade, que tu faisais avec Philippe Buchet. Exactement. Et toute une bande. Hein. Ouais, c'était il y a longtemps, mais comme je disais tout à l'heure, j'adorais ce festival de Sierre, c'était génial. J'ai un souvenir assez incroyable d'une raclette, puisque je crois que c'était le lundi, avant de repartir, on allait manger une raclette à Crans-Montana, là-haut. Ouais. Et on était en train de manger notre raclette et on n'est pas redescendu par le funiculaire. Il y avait des 4x4 qui nous attendaient pour nous redescendre et on était en retard et le mec a bourré comme une vache pendant toute la descente dans les virages. Tout le monde avait peur. Je crois que tout le monde a changé de culotte dans les toilettes du train. C'était vraiment génial. Et il nous racontait, oh, vous voyez dans ce virage là, il y a 50 ans, il y a quelqu'un qui a été éjecté d'une charrette à foin et qui est tombé. Ah ouais, super. Le mec il prenait les virages en crissant et tout. C'est un bon souvenir, mais je préfère que ça reste un souvenir. Et c'est vrai que c'est génial parce que vous avez fait un grand bout de chemin avec Philippe Buchet. Vous avez fait la série Sillage après. Ouais. Et c'est vrai qu'il continue, donc c'est génial. Ben oui, c'est incroyable. Et en fait, pour l'anecdote, c'est à Sierre qu'on a su qu'on allait faire la série Sillage, puisque on était en train de faire Nomade. Philippe Buchet voulait arrêter Nomade parce que c'était plus la série de Sylvain au départ et il était venu nous assister, même si il avait pris de plus en plus de place et ils étaient à égalité finalement. Et on ne savait pas quoi faire, on avait proposé plusieurs projets qui ne marchaient pas et Philippe avait vraiment besoin de travailler. Et il y a les éditions Delcourt qui sont venues nous demander sur le stand si on pouvait se voir au relais de la Poste, peut-être bien, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et donc on est allé à moitié se cacher de Glénat pour discuter avec Delcourt. Et là, ils nous ont proposé de faire une série de science-fiction et c'est dans le train en rentrant avec Philippe qu'on a commencé à inventer l'histoire de Sillage. Donc Sierre est hyper important pour nous. Et ce qui est génial, c'est que tu touches tous les styles d'histoire, aussi bien l'historique que le fantastique, et en plus avec des dessinateurs du monde entier.
Mais oui, ça c'est ma spécialité. On va dire qu'il y a peu de temps, on demandait aux gens de prouver qu'ils étaient antiracistes. Ben, voilà. J'ai pas besoin de faire grand-chose pour prouver que j'aime les gens du monde entier. Donc moi, c'est vraiment ma passion de découvrir des dessinateurs partout. J'ai toujours adoré ça. Je suis allé les chercher là où ils étaient. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que tu as même touché aux comics parce que tu as travaillé sur les séries comme Wolverine. J'ai fait un Wolverine, mais j'en suis content, mais j'en ai fait qu'un. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, puis tu as aussi innové la série Conan le Barbare, en fait. Ouais, mais ça faisait longtemps que je voulais le faire. Depuis, ça doit faire au moins 15 ans que je voulais faire Conan, depuis que j'ai découvert que les droits de Howard allaient être libres. Donc, ça a été long à faire parce que tout le monde avait peur des droits, etc. Mais on y est arrivé quand même. Et même Bunker Baby Doll. Oui, ça fait longtemps. Je crois que c'est oui. Est-ce que c'est ma deuxième BD sortie ou ma troisième BD sortie? Je sais pas, mais c'était 94, je crois bien. Ouh là là. C'est vrai que c'est magique de pouvoir toucher comme ça, en fait, tous les styles d'histoire. Il y a un truc que j'avais pas fait, c'est une BD porno. Ouais. Et là, il y en a une qui va sortir. Bon, on ne sait pas trop avec le confinement si ce sera fin 2020 ou début 2021, mais ça y est, je vais avoir fait une BD de cul, donc je suis content. BD érotique. Ouais. Un peu plus. Un peu plus. Et c'est vrai qu'en même temps, tu as travaillé avec Keramidas pour la série Luna. Ouais. Aussi bien avec Munuera, où tu as travaillé sur Pirou, sur toutes ces grandes séries-là, aussi bien. Oui, on a commencé avec Rosé Louis par faire il y a longtemps Surpile pour Soleil. Je crois qu'au tout début, j'avais repris. Non, on a dû faire Surpile. Après, Johan Starr m'a demandé si je voulais continuer Merlin à sa place. Et puis après, on a fait Nevis, Spirou. Non, c'est cool, j'adore Rosé Louis. Il est top. Nicolas Keramidas aussi. Ah oui, Nicolas aussi. J'ai pas commenté, mais oui, évidemment. Oui. Et il y a une très belle série qui était une belle claque, c'était Irena. Ah bah merci, c'est gentil. Oui. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et c'est vrai que vous avez fait un superbe trio. On peut presque dire un quatuor parce que vous étiez deux au scénario. Il y avait avec Trifouel. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que vous avez aussi un dessinateur, un coloriste. Oui, David Evrard et puis Walter Pezzali, qui sont tous les deux sacrément bons. Et pour moi, c'était. C'est vrai que c'est un quatuor parce que à la fois le dessin de David est très doux et on voulait des couleurs plus vraiment particulières qui reprennent un peu l'esprit des photographies de l'époque. Et Walter, je savais qu'il y arriverait parce que techniquement, il est très fort. Donc voilà, c'est exactement lui qu'il nous fallait. Et pour moi, c'est une série que j'ai trouvé très tendre, en même temps qui est une grande claque parce qu'on se replonge avec vous quatre, dans l'histoire de la Pologne. En fait, grâce à Irena qui a sauvé plus de 2500 enfants. Et c'est vrai que c'est. Et je crois que vous avez été accueillis en Pologne aussi, ça, c'est assez impressionnant par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est une longue histoire, Irena, parce que 2 ans avant, 2 ans et demi ou 2 ans et demi avant de commencer Irena, j'étais allé voir une exposition au Mémorial de la Shoah sur les ghettos, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, le mot ghetto, c'est un mot que je traîne depuis longtemps, un peu comme le mot sillage, qui est devenu une BD. Et les ghettos, pour moi, c'est vraiment vieux, parce que j'ai été élevé par un papa qui adorait, et qui adore toujours d'ailleurs, Bernard Lavilliers. J'ai entendu très jeune Stan Ghetto, et je pense que c'est un mot qui m'a toujours... je me suis toujours demandé ce que c'était pendant des années, je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc le mot ghetto, il était important pour moi. Alors quand je suis allé voir l'exposition sur les ghettos au Mémorial de la Shoah à Paris, je savais bien que ce n'était pas le même genre de ghetto, évidemment, mais que c'était un ghetto fait par les nazis, etc. Je ne suis pas complètement idiot, mais quand même le mot était important. Et finalement, l'expo était incroyable, d'une force folle, vraiment d'une puissance terrible, avec en plus un catalogue d'expos qui est extraordinaire, qui est hélas plus disponible, mais que j'ai, heureusement. Et en fait, je me suis dit que j'adorerais raconter une histoire sur les ghettos de cette période, mais je ne savais pas tellement comment faire, parce que je ne suis pas un témoin, je ne suis pas juif. Donc, quelle était ma légitimité, entre guillemets. Et 2 ans après, Jean-Claude Camano, qui a été mon premier éditeur, qui est l'éditeur de Nomade, il a posté sur Facebook l'histoire de cette dame, Irena Sender. Et donc, je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant. Et il y a quand même une histoire à raconter là-dessus, parce qu'elle a sauvé des gens du ghetto. Donc, ça a fait un lien directement. Et je me suis dit, voilà, Irena, ça va être ma porte d'entrée dans les ghettos, parce que
en plus de l'horreur terrible de ces endroits, elle amène quand même de l'espoir. Et c'est ce dont on avait besoin. Et en plus, elle s'occupait des enfants, donc on va pouvoir un peu raconter cette histoire à hauteur d'enfant. Donc tout ça mis ensemble, je crois on a réussi à faire une BD intéressante, un peu étrange pour certains lecteurs sans doute, parce qu'ils peuvent avoir l'impression que c'est une BD jeunesse, alors qu'en fait, effectivement, elle est aussi pour la jeunesse. On a voulu la faire tout public, mais je pense qu'un adulte peut complètement ressentir l'émotion d'Irena et être touché par ça. Alors moi, c'est une série qui m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que chaque album, j'étais vraiment pris. C'est vrai qu'on, c'est impressionnant comme vous racontez l'histoire et on vit en fait avec vous les horreurs qui s'est passées pendant la guerre. Mais j'essaye aussi de raconter le contexte finalement, sans en avoir l'air, en faisant pas un cours d'histoire, etc. Mais que on comprenne bien les enjeux, la situation politique, etc. J'essaye de donner tous les éléments, un peu comme j'ai fait après, on en reparlera pour le Ali, Oui. mais qu'il n'y ait pas qu'une histoire, qu'on puisse en ressortir en ayant compris un enchaînement que moi-même j'apprends en le faisant. Finalement, il y a plein de choses sur l'histoire de la Pologne que je connaissais pas. Donc c'était bien, et puis finalement ça a l'air de s'être assez bien passé aussi en Pologne, puisque on a été publié assez vite en Pologne, et on devrait y être d'ailleurs, je crois, en ce moment. Parce que tous les ans, on est du coup invité au Festival de Varsovie. Et ça s'est vraiment très bien passé avec les Polonais. On avait un peu les ch'touilles parce que nous, on n'était jamais allé en Pologne avant de faire cette bande dessinée. Donc, on se demandait s'ils n'allaient pas nous prendre un peu pour des pieds tendres, on va dire. Et puis finalement, ça a été. Heureusement, l'éditeur polonais a quand même publié à la fin du bouquin des textes qui recadrent un peu ce qu'on a fait, qui remettent voilà, dans l'esprit des Polonais. Et non, je crois qu'on est parmi les dessinateurs les plus contents non polonais à être publiés en Pologne. Ça nous fait vraiment plaisir. Et ton dernier album, pour moi, c'est aussi une belle claque. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai des aventures, ça soit aussi bien dans le futur que l'histoire. Et là, tu as touché à un monument qui est Mohamed Ali. Et pour moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup dans mon cœur, je trouve. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est impressionnant. Et là, c'est une grande page qui s'est ouverte avec Mohamed Ali sur Kinshasa en 1974, sur le. Tu Et peux ce qui est dire impressionnant. 74, hein, j'ai vécu en Belgique pendant 2 Ah ans. oui, c'est vrai, bon, en 74. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que on lui vit toujours. Ça veut dire que Mohamed Ali, il est toujours avec nous. Et c'est vrai que, comme vous avez raconté cette histoire en mélangeant justement avec les photos de Ouais. Magnum, de Abbas, et avec les dessins justement de Raphaël Orzid, moi je trouve ça fantastique en fait d'avoir votre trio pris là-dedans. Et c'est vrai qu'on vit, on a l'impression qu'on sent la sueur des boxeurs. On vit en fait ce grand match de boxe avec vous. Mais en fait, j'ai eu la chance, quand j'ai créé cette collection Magnum, c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver par Ali via Abbas, qui était là-bas quand il faisait un reportage. Et c'est vrai que du coup, ça apporte une vision vraiment personnelle du match, puisque le héros de la BD, c'est le photographe, et il était là. Donc, effectivement, on parle d'Ali, on parle de Don King, on parle de George Foreman, on parle de la situation en Afrique, mais surtout, on parle de Abbas, de sa jeunesse en Iran, de la guerre d'Algérie, on voit même De Gaulle. Des fois, comme ça fait longtemps que j'ai écrit le bouquin, quand je le feuillette, je me dis, ah bah tiens, il y avait De Gaulle dans cette BD, mais oui, en fait, il était là. Donc je me dis qu'on brasse quand même, tout en étant focus, je pense, sur le match et sans perdre vraiment le fil, on brasse vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je me disais, comme ça, en le feuilletant, mais je ne sais pas si je serais capable de faire encore un truc comme ça, parce qu'il y a tellement d'événements, d'informations dans le livre que j'ai intégrées, que j'ai ressorties, que je suis toujours étonné de réussir à faire ça. Mais j'en suis content à la fin, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas en le lisant, même si on a une énorme quantité d'informations à intégrer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que toi, tu as vécu avec cet univers-là avec Mohamed Ali dans ton livre, mais comment ça se fait que pour toi, en même temps, que Mohamed Ali soit toujours aussi présent en fait avec nous? Parce que c'est vrai qu'on en parle comme s'il était vivant alors qu'il est parti il y a quelques années. Je crois que c'est quand même un des plus grands sportifs qui restera dans les mémoires. Donc, sans doute Michael Jordan, mais je pense quand même que Mohamed Ali, c'est le numéro un. Je pense que c'est un peu comme Picasso, quand on dit peintre, finalement, dans les peintres, il y a plein d'immenses peintres. Mais si on demande un peintre à quelqu'un, ce sera sans doute soit Picasso, soit Léonard de Vinci, j'imagine. Et ben, je me dis que pour les sportifs, ce sera
ce sera sans doute Mohamed Ali, en tout cas pendant encore plusieurs années. Et ce qui est magique de ton livre, c'est qu'il y a un superbe bonus à la fin, comment tu as travaillé en même temps avec Abbas. Et c'est magique parce que tu nous offres en fait une part de ton histoire à travers le livre. Mais en fait, j'aime pas, quand je fais ce genre de livre, j'aime pas me mettre en scène dans les livres. Parce que je trouve que, alors je le ferai peut-être un jour et ça annulera ce que je suis en train de dire. Mais a priori, j'aime pas parce que je trouve que notre histoire, elle n'est pas aussi importante. Elle ne doit pas être mise au même niveau que l'histoire des gens qu'on raconte. C'est-à-dire, je ne suis pas Mohamed Ali, je ne suis pas Abbas. Et si j'ai eu un rendez-vous avec Abbas qui était vraiment cool, eh ben, ça n'a pas vraiment sa place dans la BD. Et je préfère raconter l'histoire des gens dans ma BD, les mettre à l'honneur, c'est eux les héros. Et là, pour une fois, j'avais la possibilité de le raconter autrement, c'est-à-dire après la bande dessinée. Et c'était chouette, et j'ai vraiment rien censuré. J'ai raconté les choses comme elles étaient, avec le caractère de cochon d'Abbas, mais qui fait aussi sa force et le fait que c'était un mec super, avec tout ça. Donc c'était vachement intéressant à faire. Et puis, c'est vrai que dans cette collecte, quand on l'a lancée, il y a plein de super dessinateurs et dessinatrices qui nous ont permis de présenter le dossier en faisant des dessins en contre-champ des photos. Et j'avais vraiment à cœur de le montrer un jour aux gens parce qu'ils avaient fait un super travail. Ils l'ont fait vraiment par sympathie. Et je suis vraiment content qu'on ait pu montrer leur boulot. Et c'est vrai que c'est magique parce que tu nous montres en fait tes projets, parce qu'à la base, cet album le fait avec un autre dessinateur. C'est vrai que c'est magique parce qu'en fait, tu nous offres les planches. C'est-à-dire que tu nous montres les planches qui auraient dû être en fait dans l'album. Et ça, c'est aussi grâce à Rafa Ortiz, le dessinateur, qui a accepté qu'on le fasse, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un peu, entre guillemets, vexant pour un dessinateur de montrer d'autres planches. Et Rafa, quand on lui a proposé, a dit oui tout de suite, et c'est génial parce que bon, on les a mises dans les bonus, mais quand même, il y a une comparaison possible. Donc, alors qu'en fait, c'est deux choses vraiment différentes. Et c'est intéressant parce que on voit que c'est le même scénario, exactement, la même histoire, et ils ont traité les choses un peu différemment tous les deux. Et c'est ça qui est vraiment génial. En particulier les scènes de concert, je trouve qu'on voit bien la différence, et c'est intéressant, je trouve. Donc, merci Rafa d'avoir accepté qu'on les mette. Et grâce à toi, en fait, j'ai découvert un auteur qui est Raphaël Ortiz. Et je trouve ça génial parce qu'il y a un dynamisme dans son dessin. C'est vrai que c'est impressionnant. On vit en fait les coups que donne Mohamed Ali. Et c'est vrai qu'on est vraiment dedans, quoi. Non, mais la force de Rafa, c'est ça. Moi, je l'ai rencontré en 2015 quand je suis allé à Buenos Aires pour la deuxième fois. Et maintenant, c'est devenu mon beau-frère. Hein. Il vit dans le même atelier, etc. Mais c'est vrai que quand je l'ai découvert, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une puissance dans son dessin. Et bon, on avait fait le Mao ensemble. C'est grâce à ça qu'il est venu. L'histoire de Mao Zedong chez Glénat, c'est grâce à ça qu'il est venu en France. Et puis, on a d'autres choses à faire ensemble. Donc on est vraiment frères d'atelier, on va dire. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir créé cette collection Magnum parce qu'en même temps, on a des photos qui sont des très belles archives. Et c'est vrai que mélanger des photos avec du dessin, en même temps, c'était impressionnant. Et je trouve que ça se marie très bien ensemble. On n'osait pas trop au début parce que c'est vrai qu'Emmanuel Guibert l'a fait très bien dans Le Photographe. Et c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et Emmanuel Guibert, évidemment, un auteur que j'aime beaucoup. Et au début, on n'osait pas trop mettre les photos à l'intérieur des BD. Donc, on n'a pas osé pour le Capa, on n'a pas osé pour le Cartier-Bresson. Et pour le Cartier-Bresson, je l'ai vraiment regretté parce que j'ai fait toute une scène pour Sylvain Savoya, qui était le dessinateur, sur laquelle on voyait le contre-champ des photos. Et moi, j'aurais vraiment aimé montrer les photos en même temps, ce qu'on n'a pas fait. Et donc, après, quand on a fait le Steve McCurry avec Kim Jong-gi, je me suis dit non, mais quand même, ce serait con, il faut absolument faire les photos. Et voilà, là, on a commencé à les mettre et ça a pris de la force, je pense. Même si le premier de Capa par Dominique Bertail est absolument génial. Hein, il est super. Ouais. Mais avec les photos en plus, ça aurait été pas mal. Est-ce que ça veut dire que tu as envie de continuer dans ce style-là, c'est-à-dire avoir des photos dans les prochaines collections Magnum? Oui, on va continuer comme ça. Quand on va continuer, ce sera comme ça c'est sûr. On a pris l'habitude. Et d'ailleurs, j'ai fait chez Delcourt, qui vient de sortir un bouquin sur Stanley Green, qui n'est pas un photographe Magnum, qui est un photographe de l'agence Nour, et qui reprend le même principe. Et ma dernière question, quels sont tes projets? Est-ce que tu as d'autres albums qui vont sortir cette année?
J'ai quelques albums qui vont sortir cette année parce que là, il y a les deux. En fait, j'ai eu la chance, grâce à Cédric Illand chez Glénat, d'adapter les Vernon Sullivan, qui est donc le pseudo pour faire des polars de Boris Vian. Donc, j'avais déjà adapté Boris Vian chez Delcourt, L'écume des jours et l'Arrache-cœur en 2012. Et puis là, ils sont sortis d'ailleurs pour les 100 ans de Boris Vian. Et puis voilà, donc j'ai eu la chance de faire ça. Donc là, on a publié J'irai cracher sur vos tombes, aussi dessiné par Rafa Ortiz et d'autres dessinateurs comme Citron et Réma Cuté. Et puis Les morts ont tous la même peau. Et donc en fin d'année, on aura Elles se rendent pas compte et On tuera tous les affreux, qui sont les deux derniers des 4 polars de Boris Vian sous le nom de Vernon Sullivan. Et puis une série d'adaptations qui va commencer de Jack Vance. J'avais déjà fait le cycle de Chai parce que j'aime beaucoup Jack Vance. Et là, c'est Les Princes Démons, donc, qui est aussi une super série de SF. Et puis d'autres petits trucs que je suis en train de faire, mais je sais jamais exactement ce que j'ai fini, ce qui est en cours, quand ça va sortir. Je suis super nul en date. C'est pour ça que je sais même pas combien d'albums j'ai sortis. J'ai une vague idée, mais je sais pas exactement. Donc, mais c'est bien, tant que c'est comme ça, c'est bien. Ça veut dire que ce qui me plaît finalement, c'est d'écrire des histoires et de les partager avec les gens. C'est pas, je suis pas dans la comptabilité, on va dire. Non, c'est très bien. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir recueilli chez toi. Moi. Et puis au plaisir de se rencontrer en live. Ça marche, avec grand plaisir. Mais ce serait bien qu'on refasse un festival à Sierre, mais je crois que c'est fini, mais on se retrouvera bien quelque part. On va se retrouver en Suisse. Oui, ce serait bien. Super. Merci beaucoup, à tout bientôt. Avec plaisir, à bientôt, ciao.